Peut-on se passer de l'esclavage ? Si on pose cette question aujourd'hui, on devrait bien heureusement s'attirer des regards inquiets, voire carrément révoltés. Parce qu'on le sait déjà, l'esclavage ce n'est pas acceptable, ce n'est pas une question de si l'on peut s'en passer, c'est une question de morale et de justice sociale. Et c'est pour ça qu'il est interdit. Sauf que, si on s'intéresse à l'histoire, on voit que le débat a malheureusement été bien plus varié que ça. Et que l'esclavage au XIXe siècle, il a eu de nombreux partisans, qui l'ont défendu notamment auprès des représentants politiques pour empêcher son interdiction. Mais quel rapport avec la vivisection, avec l'expérimentation animale ? Eh bien, dès la fin du XIXe siècle, alors que le débat sur l'esclavage aura fini par permettre son abolition, on va voir des stratégies très similaires, voire identiques, qui vont être déployées par les groupes de défense de la vivisection auprès des représentants politiques dès que la menace d'une interdiction va se faire sentir. On a donc pensé que c'était intéressant d'aborder ici les péripéties rencontrées par les partisans de la fin de l'esclavage au cours des dizaines d'années de débats qui ont précédé l'abolition. Cette vidéo est plus courte que les précédentes et elle servira donc d'intermède avant de nous attaquer au gros morceau qu'est le débat sur la vivisection au XIXe siècle. À la fin du XVIIIe siècle, en Angleterre, les arguments des abolitionnistes et des esclavagistes ne se répondent pas. Les abolitionnistes mettent en avant une opposition morale, tandis que les esclavagistes disent que c'est une nécessité économique. Tout de même, quand ils sentent le vent tourner et que l'abolition s'approche, ils vont innover avec l'idée de gradualisme, en proposant en 1792 d'abolir progressivement plutôt que tout de suite. Et là, le gouvernement, il fixe la date de fin du trafic d'esclaves au 1er janvier 1796. Sauf que c'est en fait un échec cuisant pour les abolitionnistes, dans la mesure où l'interdiction va vite être repoussée à une date indéterminée. Et là, les abolitionnistes vont être malins. En 1797, un planteur esclavagiste fait adopter avec une large majorité une motion pour l'amélioration de la condition des nègres dans les Antilles. Et son discours, il est bien rodé. Certes, lui aussi, il voudrait bien l'abolition, mais là c'est pas possible, alors il faut que le roi d'Angleterre encourage les gouverneurs des colonies à mettre en place des mesures pour améliorer la vie des esclaves. Et grâce à ça, la population servile pourra se reproduire sans apports extérieurs. Bon, entre-temps, de l'autre côté de la Manche, la Révolution française, elle a déjà acté une première abolition de l'esclavage en 1794. Mais Bonaparte, même pas 10 ans plus tard, il revient dessus et on recommence. Du coup, le mouvement abolitionniste anglais, nationalisme oblige, ça le remotive. Et puis à ce moment-là, les ventes de sucre ne sont plus aussi profitables qu'avant. Ce qui fait que les arguments moraux des abolitionnistes, ils vont s'effacer pour laisser la place à des arguments économiques, qui sont plus entendables pour les politiques. Et là, le processus s'enclenche. En 1806, la vente des esclaves aux colonies étrangères est interdite en Angleterre. Un an plus tard, c'est l'abolition de la traite. Mais ce n'est pas si facile. En fait, il y a encore plus d'esclaves capturés en Afrique après 1807. Donc l'Angleterre se met à patrouiller le long des côtes pour récupérer les personnes capturées illégalement et les ramener chez elles. Mais même ça, et même la criminalisation de la traite, ça ne suffit pas. Du coup, le gouvernement anglais décide de mettre la pression sur les autres pays, et il obtient en 1815 une déclaration des puissances sur l'abolition de la traite des nègres, qui n'est pas bien contraignante et qui laisse bien ouvert le choix du calendrier de sortie. Et à ce moment-là, les esclaves des Anglais ne sont toujours pas libres. Et le gradualisme continue puisqu'il n'y a que ça qui semble être entendable par les politiques. Donc en 1823, un abolitionniste propose l'interdiction de fouetter les esclaves, la libération des enfants esclaves et un jour de repos pour les adultes le dimanche. Le gouvernement anglais face à ça, il propose effectivement d'améliorer la condition des esclaves, tout en disant qu'il ne faut pas presser l'abolition. Il faut bien attendre le moment où elle sera compatible avec le bien-être des esclaves eux-mêmes, avec la sécurité des colonies, avec une juste et équitable prise en compte des intérêts de la propriété privée. Donc on note les intérêts de la propriété privée comme une question de justice, en parlant simplement du bien-être des personnes privées de droits et de liberté et forcées à travailler gratuitement. Et là, le lobby des planteurs esclavagistes
Il finance une campagne de propagande pour bien faire comprendre au public que les planteurs ont changé, l'esclavage c'est plus comme avant. Là, c'est des gens chrétiens, des humains tout gentils. Ils aiment leurs esclaves, ils les comprennent. Beaucoup mieux que les gens qui n'ont jamais mis les pieds sur une plantation d'ailleurs. En Jamaïque, on a même le gouverneur qui parle de la bonté naturelle des planteurs et de l'obéissance des esclaves librement consentis avec bon cœur. Finalement, en 1833, après encore des débats difficiles, la fin de l'esclavage anglais est actée pour 1834. Ou presque. Les esclavagistes planteurs reçoivent 20 millions de livres sterling en compensation de leurs pertes, les enfants de moins de 6 ans sont libérés immédiatement, mais les moins jeunes sont soumis à une période d'apprentissage avant d'être émancipés. Un apprentissage de 4 à 6 ans, pendant lequel ils doivent travailler gratuitement 40 à 45 heures par semaine pour leur ancien propriétaire. Alors évidemment, ils ne le prennent pas avec joie et bonne humeur. Ils commencent à s'énerver et les planteurs font montre de leur bonté naturelle à coups de fouet et puis autres joyeusetés, pendant que les autorités publiques les laissent faire pour ne pas entraver le bon fonctionnement de l'économie. Heureusement, après quelques révoltes supplémentaires, l'apprentissage et donc l'esclavage est vraiment fini en 1838 dans les colonies anglaises. Mais en France, non. Contrairement à l'Angleterre, en France, l'esclavage est encore d'actualité. L'abolition de 1794, elle a été actée sans indemniser les colons esclavagistes. Il faut dire que les révolutionnaires, ça leur parlait pas trop de compenser des gens qui avaient agi de manière aussi antinomique aux droits humains. Mais l'esclavage est revenu, et là l'idée d'abolir à nouveau, 50 ans plus tard, elle rencontre plus de résistance de la part des esclavagistes. D'autant que l'exemple anglais, justement, leur a montré que l'abolition va arriver, mais qu'ils peuvent s'en tirer à plutôt bon compte. Du coup, dans les débats publics et politiques, on reprend un argument anglais selon lequel, ok, l'esclavage c'est un crime, mais ce n'est pas seulement celui des colons, c'est celui de la nation tout entière. Et en plus, indemniser les esclavagistes, ce serait dans l'intérêt des Noirs. Parce que bon, si les colons ils n'ont plus d'argent et plus de main-d'œuvre gratuite, qui est-ce qui va pouvoir donner du travail salarié aux anciens esclaves? Et ainsi de suite, avec les arguments habituels. En face, il n'y a pas grand monde qui propose d'indemniser les anciens esclaves eux-mêmes. Mais il y a des exceptions. Victor Schœlcher, qui est un grand partisan de l'abolition à ce moment-là, il va demander notamment qu'on leur attribue des terres. Et un autre représentant public va proposer une indemnisation égale des deux côtés, en disant que le despotisme, la féodalité, les privilèges du clergé, tout ça, ça a été aboli sans compensation pour les personnes qui y perdaient leurs privilèges. Mais ce sont juste des propositions. Et en 1849, quand la nouvelle abolition française est enfin obtenue, les anciens esclavagistes se partagent 126 millions de francs, ce qui correspond à plus de 7% des dépenses publiques de cette année-là. Les anciens esclaves, eux, ils sont libres et ils doivent s'en contenter. Bon, pour les hommes, du coup, ils obtiennent le droit de vote. Mais ça va rester bien précaire pendant quelques dizaines d'années et plutôt réservé aux riches. Et les femmes, elles, anciennes esclaves ou non, elles vont devoir attendre encore presque 100 ans pour pouvoir voter. Mais ça n'empêchera pas certaines d'entre elles de s'exprimer sur des sujets sociopolitiques et d'avoir des revendications très claires pour la justice sociale, qui vont notamment porter sur le traitement des animaux autres qu'humains. Si vous connaissez un peu le débat sur l'expérimentation animale de nos jours, vous n'avez pas pu manquer de nombreux parallèles flagrants avec le récit que vous venez d'entendre. Gradualisme, amélioration du bien-être, bonté, caractère indispensable. Parfois même les mots utilisés et les mesures politiques adoptées sont quasiment identiques. Et surtout, le fond est le même. Ces individus que nous exploitons, qu'ils soient humains ou non, nous seraient inférieurs, ce qui nous donnerait le droit de nous approprier leur vie. Étonnamment, c'est avec ce même sentiment de supériorité, bourgeoise, humaine ou blanche selon les cas, que certaines personnes vont s'opposer à l'esclavage et à la vivisection, comme ce sera le cas de Victor Schœlcher. On vous donne donc rendez-vous le mois prochain pour parler de l'émergence parallèle au XIXe siècle de la vivisection expérimentale et des premières lois pour la protection des animaux, teintées de nationalisme et de paternalisme bourgeois. Merci d'avoir regardé cette vidéo un peu particulière. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez mettre un like, commenter, nous suivre, partager sur les réseaux, on vous fait confiance. Et comme toujours, on vous attend en commentaire pour vos remarques, vos précisions et vos questions.
Enfin, vous le savez maintenant, mais c'est toujours utile de le rappeler, vous pouvez soutenir l'Observatoire de l'expérimentation animale en faisant un don en ligne via Helloasso qui est un système tout à fait sécurisé. Grâce à vous, on continue. À très vite!